Notre ambition pour cet acte 2 est puissante, libérer les énergies françaises en allégeant massivement le fardeau qui pèse sur notre économie et sur les Français. Depuis trop longtemps, l'étatisme et le matraquage fiscal, l'assommoir fiscal, écrasent notre nation. Depuis 40 ans, tous les gouvernements, de gauche bien sûr, mais il faut bien le reconnaître, hélas souvent également de droite, ont augmenté les dépenses publiques, multiplié les taxes, sans jamais réduire ni dette ni chômage. Résultat, aujourd'hui, la France s'enfonce dans le déclin. Nous avons franchi les 3 300 milliards d'euros de dette, soit près de 118% de notre richesse nationale. Le gouvernement actuel, prisonnier des vieilles recettes et des vieux compromis, se trouve impuissant face à la spirale de la dette et du déclin économique. 66 000 entreprises ont fermé l'an dernier, détruisant plus de 250 000 emplois. La France demeure championne du monde des prélèvements obligatoires et détient ce triste record de remporter chaque année et depuis très longtemps la Coupe du monde des impôts. 45% de la richesse nationale est prélevée chaque année, un niveau sans équivalent chez nos voisins. Ce modèle est naturellement aujourd'hui à bout de souffle. Il est temps, et c'est pour cela que nous sommes réunis, c'est pour cela que nous voulons porter ces idées, il est temps de changer radicalement de cap. C'est ce que nous voulons vous proposer. Il est temps de briser cette camisole bureaucratique, mais aussi fiscale, qui étouffe notre économie. Il est temps de libérer le travail, l'entreprise et la transmission, qui pour moi constituent les 3 piliers de la prospérité. Notre programme fiscal, et c'est inédit, représente un choc sans précédent. 200 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques pour financer 150 milliards d'euros d'allègements fiscaux et sociaux. Vous avez bien entendu, nous proposons de rendre 150 milliards d'euros aux Français tout en réduisant le déficit grâce à un plan d'économie crédible, courageux, documenté. Naturellement, l'un ne va pas sans l'autre. La condition préalable à cette baisse des prélèvements obligatoires réside dans la baisse des dépenses publiques et notamment dans celles que nous avons proposées et documentées dans l'acte 1. Ce que nous présentons ce soir n'est pas une promesse, c'est une stratégie financée, adossée à ce plan d'économie que j'évoquais, que nous assumons pleinement pour redresser la France, à minima dans un quinquennat, voire dans 2 sur certains sujets. Nous refusons pour cela de suivre encore et toujours les vieilles recettes éculées qui ont systématiquement échoué. Nous refusons d'être les spectateurs passifs de la désindustrialisation de la France, de la fuite de nos talents et de l'appauvrissement des classes moyennes. Nous disons assez de voir le fruit du travail confisqué par l'impôt, assez de voir nos entrepreneurs punis, nos familles taxées au moment de transmettre le fruit du travail de toute une vie. Notre programme fiscal constitue en cela une profonde rupture avec cette fatalité. C'est un choix de liberté, c'est un choix de responsabilité qui s'articule autour de 3 axes majeurs. Libérer le travail, libérer l'entreprise, libérer la transmission. 3 fronts pour une même bataille. D'abord le travail. Le travail en France est le plus lourdement taxé en Europe. Aujourd'hui, un salarié français voit son salaire net réduit drastiquement par les prélèvements. Pour 100 € de salaire brut, il coûte 142 €
à l'employeur et il ne reste que 77 € net pour le salarié. À titre de comparaison, en Allemagne, 100 € brut coûte 120 € à l'entreprise et le salarié en conserve 80. On voit bien l'écart qui se creuse. Et l'Allemagne n'est pas le pays où le coût du travail est le plus faible. Ce chiffre illustre tout simplement l'overdose de charges qui pèse sur le travail en France. Cette situation décourage l'effort, pénalise le pouvoir d'achat et entretient le chômage. Nous devons très clairement inverser cette logique pernicieuse. Travailler doit enfin payer et doit payer davantage. Je crois en la nécessité de revaloriser nos salaires qui sont trop faibles aujourd'hui, ce qui constitue pour notre pays un handicap puissant par rapport à d'autres pays et qui pèse naturellement sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens. C'est pourquoi l'UDR propose un choc inédit et massif, la suppression totale de la CSG et de la CRDS qui pèsent sur les salaires. Il s'agit ainsi d'enlever cette ponction de 9,2%, même 9,7% avec la CRDS sur chaque fiche de paie. Concrètement, cela revient à instaurer un 13e mois pour chaque salarié. Et sans que cela ne coûte un centime de plus à l'employeur. Tous les salariés verront leur rémunération nette augmenter ainsi significativement. C'est une mesure de justice, car il est juste que celui qui se lève tôt, qui travaille dur, conserve davantage du fruit de ses efforts. C'est une mesure de clarté, car nos fiches de paie sont devenues illisibles et, quelque part, sont le symbole d'un système à bout de souffle. C'est une mesure, enfin, de confiance dans les forces vives, et peut-être les plus vives, de notre nation, parce que nous croyons à l'effort, et nous croyons que l'effort doit payer plus que l'assistanat. Nous voulons aussi, et j'y reviendrai, installer un écart beaucoup plus significatif entre les revenus du travail et les revenus du non-travail, qui relèvent souvent de l'assistanat. En valorisant ainsi le travail, nous voulons réinstaller le travail, l'effort au centre du pacte républicain. En parallèle, et c'est la deuxième grande mesure à destination de nos concitoyens en matière de pouvoir d'achat et de revenus disponibles, nous voulons réformer l'impôt sur le revenu pour le rendre plus simple, plus juste et surtout moins confiscatoire. Aujourd'hui, notre système punit lourdement les classes moyennes et décourage l'ascension sociale. Nous le proposons et nous voulons le remplacer par un barème plus léger avec seulement 3 tranches d'imposition, avec des taux réduits. Le premier taux resterait identique à 0% et 2 autres taux, uniquement 5 et 20%, s'approchent d'une flat tax. Concrètement, une baisse massive de l'impôt pour des millions de foyers avec un nouvel impôt simplifié et qui mettrait un terme à cet enfer fiscal qui pèse sur une petite partie des Français et qui pénalise le travail et l'initiative. 100% des Français verront ainsi leur impôt baisser ou ne pas évoluer pour le premier seuil fiscal. Nous apportons par là même une bouffée d'oxygène pour les actifs et les classes moyennes qui sont les plus pénalisées, notamment dans cette tranche qui va de 11 000 à 80 000 € et qui est un aspirateur qui pénalise lourdement les classes moyennes qui sont les grandes oubliées, qui constituent les grands oubliés de la fiscalité actuelle. Par là même, nous voulons restaurer pouvoir d'achat, justice et lisibilité de l'impôt. Cette véritable révolution fiscale
à l'heure actuelle titré ce soir que nous portons un Big Bang fiscal, j'assume cette ambition, rendra des milliards de pouvoir d'achat aux ménages, tout à la fois pour soutenir la consommation et tout en réconciliant les Français avec l'impôt. Vous le voyez, notre premier grand axe est clair, rendre dignité et liberté à ceux qui travaillent. Nos mesures visent, je le redis, mais c'est important parce que c'est au cœur de notre ambition, visent à réinstaller un écart significatif entre les revenus du travail et du non-travail. Deuxième axe de notre programme ce soir, à destination de tous ceux qui entreprennent, nos chefs d'entreprise, nos commerçants, nos artisans, nos industriels, cher Pierre Gattaz, en un mot, ceux qui, avec leur argent, créent des emplois, les vrais emplois, et de la richesse dans notre pays. Nous ne redresserons pas la France si nous ne redressons pas notre outil de production. C'est le cœur aussi de notre ambition et de notre volonté. Aujourd'hui, nos entreprises, vous le savez bien, vous êtes des acteurs économiques pour beaucoup, suffoquent sous des impôts de production et des charges qui, eux aussi, s'inscrivent parmi les plus élevés au monde. Nous voulons désormais que ces prélèvements soient réduits d'environ 50%, qui soient divisés par deux. Ces prélèvements sur la production atteignent aujourd'hui des niveaux records, environ 4 à 5% du PIB, 2 fois la moyenne européenne. Ce fardeau pénalise notre compétitivité. On a vu combien l'impôt et les charges pénalisaient le pouvoir d'achat. Les impôts de production pénalisent nos entreprises et pénalisent, fragilisent, affaiblissent dans un monde ouvert avec une compétition internationale impitoyable, et on le voit dans l'actualité. Ce fardeau pénalise notre compétitivité. Je rappellerai un chiffre, 62% des emplois industriels des entreprises françaises sont aujourd'hui délocalisés ou localisés. C'est la même façon de dire d'aborder la même facette, sont localisés à l'étranger. 62% des emplois industriels des entreprises françaises sont localisés à l'étranger. C'est naturellement une incroyable perte de richesse pour notre pays. En Allemagne, c'est seulement 20% des emplois industriels relevant d'entreprises allemandes qui sont délocalisés. Plus de la moitié de l'emploi industriel rattaché à des sociétés françaises se trouve donc hors de nos frontières. Ce chiffre, qui quelque part est terrifiant, révèle l'ampleur des délocalisations qui, depuis des décennies et de façon accélérée, ont saigné nos territoires, ont installé des jachères industrielles et ont installé de la désespérance sociale dans beaucoup de départements et de régions françaises. La France était autrefois le moteur économique de l'Europe. Elle est souvent, trop souvent, devenue depuis quelques années spectatrice de son déclin. Nous voulons donc ce choc massif également à destination de ceux qui entreprennent. Nous voulons baisser les impôts pour toutes les entreprises, de la PME à l'artisan, de l'usine à la start-up, de la multinationale à notre commerçant de quartier. C'est un choix, là encore, de justice et d'efficacité. Pour cela, nous voulons éliminer les principaux impôts de production qui plombent, j'ose le terme, nos entreprises. Nous supprimerons ainsi, si demain les urnes nous permettent de mettre en application ce programme, c'est la démocratie, nous supprimerons cette stupide taxe sur les salaires. Quel impôt plus bête! Nous nous attaquerons à toutes ces ponctions anti-économiques
qui n'existe nulle part ailleurs à un tel niveau. Libérées de ces charges injustes, nos entreprises pourront plus investir, plus embaucher et vendre à des prix plus compétitifs. Une bouffée d'oxygène fiscal qui, au total, représentera plus de 20 milliards d'euros d'allègement pour nos entrepreneurs, avec des effets considérables, un gain immédiat de compétitivité pour produire en France, un climat propice aux indispensables relocalisations, une attractivité retrouvée pour les investisseurs internationaux. C'est aussi naturellement l'État qui, quelque part, y gagnera à terme. Des entreprises plus prospères auront des résultats plus importants et donc paieront plus d'impôts. Ces entreprises dégageront des excédents bruts d'exploitation beaucoup plus importants et seront amenées quelque part à verser plus de cotisations sociales avec des emplois créés plutôt que d'avoir des chômeurs à indemniser dans un régime de solidarité nationale. Voilà cette logique vertueuse que nous voulons enclencher. Plutôt que de punir la production par l'impôt, nous misons sur le succès de nos entreprises pour produire, créer de la richesse et alimenter la croissance. Alléger le fardeau fiscal de nos entreprises va naturellement de pair avec la simplification administrative que nous avons engagée lors de notre premier forum des libertés. Nous continuerons naturellement de baisser et de supprimer les 400 000 normes inutiles qui entravent le dynamisme de notre tissu économique et industriel, de simplifier massivement le Code du travail, de lever les freins réglementaires à l'innovation et à la construction. Tout cela, nous l'avons évoqué lors de l'acte 1. Ces réformes structurelles combinées aux baisses d'impôts formeront un tout cohérent pour libérer l'économie française. Notre objectif est clair, retrouver une croissance de 3 à 4% par an, relever l'investissement productif et parvenir au plein emploi. En tout cas, au niveau de chômage frictionnel, autour de 5 à 6% de chômage. Pourquoi n'arriverions-nous pas à le faire alors que de grands concurrents y sont parvenus? Nous ne pouvons laisser la France à la traîne avec quelque part des dogmes de notre âge. Nous refusons d'être le dernier pays, ou quasiment le dernier pays, à croire qu'en surtaxant le travail et l'entreprise, on crée la richesse. C'est tout l'inverse qui doit être mis en œuvre. Nous faisons donc le pari de la liberté et de l'initiative. Enfin, troisième volet de ce Big Bang fiscal qui touche aux transmissions. Les transmissions, c'est le fruit du travail de toute une vie que beaucoup de familles veulent transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Transmettre son patrimoine, c'est transmettre son histoire, ses valeurs, l'héritage de ses proches, le fruit de ses sacrifices, c'est conserver une part aussi de nos racines, de notre identité, de notre culture. La France aujourd'hui subit l'une des fiscalités les plus lourdes en matière de succession et de donation. L'impôt sur les successions, l'impôt sur les donations, l'impôt sur les plus-values immobilières s'inscrivent parmi les plus lourds en Europe. À chaque étape de la vie, l'État vient prélever sa part, affaiblissant la solidarité familiale, quelquefois contraignant à vendre la maison de famille ou l'entreprise, malgré le pacte Dutreil, pour accomplir cette exigence, ou en tout cas cette volonté de transmission. Là aussi, c'est un gigantesque gâchis, notamment au plan économique. Combien de PME ont fermé leurs portes, combien de commerces ont baissé leurs rideaux au moment de cette transmission trop lourde, trop contraignante, et que pour beaucoup
de chefs d'entreprise, à leur grand désespoir, parce que fermer une entreprise, ne pas pouvoir la transmettre à ses enfants, c'est souvent naturellement un échec, un désespoir et un gâchis collectif, inacceptable humainement et néfaste économiquement. Nous voulons donc porter une vision de justice fiscale et sociale particulièrement innovante, visant à cesser de pénaliser ceux qui ont travaillé dur toute leur vie pour constituer un patrimoine et qui veulent en faire bénéficier leurs enfants. Nous voulons libérer la transmission entre les générations et aligner enfin la France sur la plupart des pays développés. Notre pays dispose de 6 000 milliards d'euros d'épargne, c'est une richesse, c'est un atout. Ces 6 000 milliards d'euros d'épargne doivent pouvoir être, en partie, bien sûr, réinjectés de façon productive dans l'économie. Ce que nous proposons en matière de transmission, ce que nous proposons en matière de fiscalité du patrimoine doit y contribuer et va y contribuer puissamment. Dans ce cadre, l'immense majorité des Français pourront transmettre leur patrimoine familial sans impôt. Nous estimons que 99% des Français doivent pouvoir recevoir de leurs parents sans payer un centime de droits de succession. Nous supprimerons ces droits de succession sous 1 million d'euros de patrimoine en ligne directe et nous instaurerons au-delà une flat tax de 20%. Nous supprimerons les droits sur les donations en ligne directe jusqu'à 1 million d'euros tous les 10 ans et relèverons à 100 000 euros tous les 10 ans les dons exonérés des grands-parents à leurs petits-enfants, toujours dans cet objectif de débloquer cette épargne qui est aujourd'hui inutilement stérilisée. Enfin, libérer la transmission, c'est aussi déverrouiller les blocages économiques. Nous voulons modifier la fiscalité sur les plus-values immobilières pour faciliter, là encore, la mobilité. Aujourd'hui, il faut conserver un bien immobilier 30 ans pour qu'il soit exonéré de taxes sur la plus-value à la revente, ce qui naturellement est une source de blocage du marché immobilier qui est aujourd'hui et qui traverse une crise majeure. Nous ramènerons ce délai à 15 ans. Cela incitera les propriétaires à vendre ou transmettre plus tôt les logements qu'ils n'utilisent plus, libérant ainsi une offre sur un marché qui est quasiment à l'arrêt aujourd'hui. C'est bon pour les familles, c'est bon pour la jeunesse qui cherche à se loger, pour les actifs notamment, c'est bon pour l'économie en fluidifiant les investissements. Ainsi, nous exonérerons de tout impôt les successions de nos exploitations agricoles, de nos TPE familiales, que l'on doit pouvoir transmettre à ses enfants sans les mettre en péril. Notre vision est simple, remettre la famille et le mérite au cœur de la société. Vous l'aurez compris, mes chers amis, ce programme fiscal de l'UDR fonde un véritable plan de bataille qui se veut cohérent, chiffré et prêt à l'emploi pour redresser la France. Baisse massive des dépenses d'un côté, baisse massive des dépenses de l'autre, puisque j'imagine que vos oreilles sont extrêmement attentives et même favorablement surprises par les annonces que je viens de formuler, mais qu'immédiatement vous convoquez une question, mais comment financer de telles baisses fiscales, 100 milliards pour augmenter les salaires en supprimant la CSG sur les salaires, 40 à 45 milliards de baisse d'impôts sur le revenu, 20 milliards de baisse sur les impôts de production, à peu près 20 milliards de baisse sur l'impôt sur le patrimoine. Voilà, on arrive à ces 200 milliards d'euros de baisse de prélèvements. Comment on les finance? Nous avons pour cela identifié, chiffré, détaillé 200 milliards d'euros d'économies structurelles. Ce n'est pas une illusion comptable, ce n'est pas un artifice. Nous proposons des mesures concrètes, sérieuses, courageuses, quelquefois
difficile, mais il faut avoir le courage de dire que ce plan de redressement imposera aussi des choix qui quelquefois seront difficiles. 120 milliards, je le redis, viendront de la réforme de l'État, des collectivités territoriales et de cette volonté massive de simplification administrative. C'est le volet de la simplification qui est ici. Nous supprimerons, je le redis, ces agences, ces normes, ces doublons territoriaux. 15 milliards seront économisés sur le modèle migratoire, 15 milliards économisés sur l'immigration, véritable pompe aspirante qui devront être réservés à ceux qui ont contribué à l'essor économique du pays. Je vous citerai un seul chiffre. L'année dernière, la France a accueilli 520 000 étrangers en situation légale. Je fais abstraction de ceux qui sont arrivés en situation illégale. Par définition, on ne les connaît pas, si ce n'est que nous pouvons les recenser dans les allocataires de l'AME, près de 500 000, et que le ministre de l'Intérieur lui-même, à une époque, ou en tout cas son prédécesseur, les évaluait à 1 million. Mais je fais abstraction de ces personnes qui arrivent en situation illégale pour me concentrer sur ceux qui sont arrivés en situation légale. Donc 330 000 titres de séjour, 170 000 demandeurs d'asile et 20 000 mineurs étrangers isolés. Donc on est à peu près à 120 000. Sur ces 520 000 étrangers arrivés en France en 2024, à peine 50 000, donc moins de 10%, sont arrivés en France pour travailler. Et quand on nous dit que l'immigration de travail est indispensable et nécessaire, c'est naturellement une fable. Ça veut dire que 90% des personnes que nous avons accueillies ne travaillent pas. Et donc, pour la plupart, sont et constituent une charge pour notre pays. C'est pour cela que nous voulons mettre un terme aux prestations sociales non contributives pour les étrangers qui ne travaillent pas et que nous voudrons recentrer l'aide sociale sur ceux qui travaillent pour éviter un appel d'air migratoire qui fait de notre pays aujourd'hui la destination d'Europe la plus généreuse du fait de ce modèle social extrêmement généreux. Nous voulons, dans cette volonté d'installer et de réinstaller un écart entre le travail et le non-travail, installer une allocation sociale unique qui sera plafonnée à 70% du SMIC. Voilà. On ne peut pas gagner la même chose en travaillant et en ne travaillant pas, parce que naturellement, ça n'incite pas ceux qui ne travaillent pas à revenir sur le marché de l'emploi. Nous mettrons fin aux effets de seuil, à l'empilement des aides, aux désincitations à l'emploi. L'assistance ne doit jamais être plus rentable que le travail, je le redis. 15 milliards immigration, 10 milliards réforme des dépenses sociales, 20 milliards récupérés sur la lutte contre la fraude sociale et fiscale, 15 milliards, et là-dessus, mais je ne m'attarderai pas parce que je serai trop long, mais nous voulons installer un nouveau dispositif de prélèvement de la TVA quasiment à la source, parce que plusieurs études et rapports soulignent combien il y a une forme de déperdition fiscale en la matière. 15 milliards seraient obtenus par la baisse de certaines aides inefficaces aux entreprises. Ces aides seront recentrées sur l'innovation et l'industrie. Je parle beaucoup avec des chefs d'entreprise qui me disent aussi qu'il faut qu'on assume cette révolution. Moins de fiscalité, mais aussi moins d'aides, parce qu'une entreprise, elle n'est pas là pour recevoir des aides et des subventions, comme elle n'est pas là pour payer des impôts confiscatoires. 10 milliards proviendront du rabotage de certaines niches fiscales, celles qui sont recensées par la Cour des comptes comme les moins utiles économiquement, ou celles qui relèvent de véritables cadeaux fiscaux à certains amis, pas les nôtres. 5 milliards viendront de la réforme de la formation professionnelle
en luttant notamment contre les abus du CPF et en recentrant les aides sur les formations véritablement utiles, parce que ce n'est pas à la collectivité de financer certaines formations qui n'ont aucun intérêt dans le parcours d'un salarié ou dans la compétitivité d'une entreprise. 5 milliards seront économisés sur les aides aux énergies renouvelables en supprimant les dispositifs coûteux et inefficaces. Nous demandons avec Marine Le Pen et Jordan Bardella, et on l'a encore fait ce matin tous les deux, enfin avec Marine Le Pen, à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, un vote et une loi sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Nous refusons notamment que l'on dilapide des centaines de milliards d'euros sur des sources énergétiques qui vont entrer en concurrence avec l'énergie nucléaire que l'on a le privilège de disposer. Je pense particulièrement aux 44 parcs éoliens dont la programmation est annoncée et qui coûteraient chacun 450 millions d'euros de déficit avec un prix garanti de rachat de l'électricité à 180 euros le mégawattheure, ce qui installerait une concurrence totalement insupportable et fragiliserait aussi le fonctionnement de nos centrales nucléaires. Le coût de ce délire, c'est 300 milliards d'euros. Nous voulons que le Parlement se saisisse d'un enjeu aussi stratégique, Marine Le Pen en a parlé lorsqu'elle est allée à Flamanville, pour les années à venir. Enfin, et c'est l'objectif finalement de tout ce plan, les gains de croissance de l'ensemble de ce dispositif, de ces baisses et de ces simplifications, sont estimés à 4 à 4,5% de croissance qui généreront jusqu'à 50 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Parce que plus de croissance, c'est aussi plus de recettes. Voilà, mes chers amis, notre socle, que je crois être un socle de crédibilité. Pas de magie, pas de dette supplémentaire, pas d'impôts reportés sur les générations à venir. Des choix clairs, assumés, parce que libérer la France commence par enfin faire reculer la mauvaise dépense publique. Je crois que nous sommes arrivés à un moment où nous n'avons plus le choix. La seule voie qui s'offre à nous, c'est celle du courage, de la rupture avec les mauvaises habitudes. Voilà ce que ce soir nous voulons évoquer avec nos grands témoins, avec de grands acteurs de notre outil économique national, avec des fiscalistes, avec des universitaires, avec des chefs d'entreprise. Un plan audacieux, ambitieux, 200 milliards d'euros d'économies, 50 milliards de richesses supplémentaires liées à l'apport de croissance que générera notre plan, 250 milliards d'euros donc disponibles, que nous fléchons pour 100 milliards d'euros vers la baisse des déficits publics et de la dette et pour 150 milliards d'euros vers la baisse des prélèvements obligatoires, soit 5 points de prélèvements obligatoires en moins. Ce n'est pas une révolution libérale, ça nous ramènerait à peine au niveau de la moyenne des prélèvements des pays de l'Union européenne. Voilà, c'est un chemin qui est exigeant, c'est un chemin qui est courageux, c'est un chemin qui est audacieux, mais je crois que c'est le seul qui vaille si nous voulons sauver notre nation, si nous voulons garantir sa place de grand pays économique, de grande puissance industrielle. Il se fait tard, il est très tard, mais si nous avons le courage de la réforme, nous pouvons, avec détermination, engager le redressement de notre pays. C'est ce que l'UDR vous propose.